Bienvenue dans ce journal, audience du Premier ministre avec les chercheurs guinéens. Objectif, renforcer la synergie d'action pour une solution contre la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Une mission de la CAF séjourna dans notre pays pour évaluer la possibilité d'organiser la CAN en Guinée. La mission s'est rendue dans les différentes régions, dans les différentes capitales régionales. Et puis les travaux de réhabilitation du réseau routier avancent à grands pas. C'est un engagement du président de la République, professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le moment de faire le point sur l'actualité de chez nous. Bien avant ce décret numéro 092/PRGG/SGG portant fixation des coordonnées géographiques des points servant aux traces des lignes de base et des limites extérieures des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée. Article 1er, le présent décret a pour objet de définir les coordonnées géographiques des points appropriés entre lesquels sont tracées les lignes de base et de fixer la largeur des zones maritimes de souveraineté, des zones maritimes de droit souverain et des zones maritimes de juridiction relevant de la République de Guinée. Article 2, les coordonnées géographiques des points appropriés entre lesquels sont tracées les lignes de base à partir desquelles sont mesurer les limites extérieures des zones maritimes mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont indiquées ci-après dans l'ordre représenté sur la liste figurant dans l'annexe au présent décret. Article 16, le ministre chargé des Affaires étrangères, le ministre chargé de la Défense nationale, le ministre chargé de l'administration du territoire, le ministre chargé des mines et de la géologie, le ministre chargé de la sécurité, le ministre chargé du tourisme, le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le ministre chargé du domaine public maritime, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la pêche, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé des transports maritimes, le préfet maritime sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au journal officiel de la République. Conakry, 11 avril 2014, signé professeur Alpha Condé. Et puis cet arrêté du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 1162 du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation du 10 avril 2014 portant nomination des membres de la Commission nationale d'organisation des festivités de l'an 56 de l'indépendance nationale de la République de Guinée. Le 2 octobre 2014 à Mamou, le ministre arrête. Article 1er, il est créé sous l'autorité du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation une commission nationale d'organisation des festivités de l'an 56 de l'indépendance nationale de la République de Guinée. Le 2 octobre 2014 à Mamou, article 2, les cadres et ressortissants dont les prénoms et noms suivent sont désignés membres de la commission nationale d'organisation des festivités de l'an 56 de l'indépendance nationale de la République de Guinée à Mamou. Article 3, les membres du bureau exécutif sont président M. Sanoussi Bantamanso, ministre délégué des Guinéens de l'étranger, premier vice-président M. Fadama Itala Kourouma, directeur national de l'administration du territoire, deuxième vice-président M. Sekou Maï Diara, directeur national adjoint des impôts, rapporteur général M. Moustapha Bari, directeur adjoint de l'administration du territoire, rapporteur Eladj Falilouba. Article 4, le président des sous-commissions techniques sont sous-commission logistique et transport Eladj Mamadou Tolelba, sous-commission communication et mobilisation M. Nana Kourouma, sous-commission accueil et hébergement M. Oumar Gelgedji Bari, sous-commission restauration Mme Kadesek, sous-commission sécurité, mobilité urbaine et maintien d'ordre
Monsieur Bapate Barry, sous-commission art, culture, sport, jeux et divertissement. Monsieur Seiko Barry, sous-commission assainissement, santé et hygiène, président. Professeur Ibrahima Ningilande Diallo, sous-commission embellissement et pavoisement, Madame Fatoumata Diakité, sous-commission eau et électricité, Monsieur Mamadou Ori Diallo, sous-commission défilé, Colonel Younous Abba, sous-commission intendance, Eladj Tcherno Omarba, article 5, les membres des commissions préfectorales d'organisation des festivités du 56e anniversaire de l'indépendance nationale de la République de Guinée, des préfectures de Mamou, d'Alaba et Pita seront nommés par décision des préfets. Article 6, la dépense de fonctionnement de la Commission nationale d'organisation des festivités de l'an 56 de l'indépendance nationale le 2 octobre 2014 à Mamou est imputable au budget des festivités exercice 2014. Article 7, le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 11 avril 2014, signé Alassane Kandé. À Kindia, le site qui sert des essais de tir situé au pied du Mont Gangan est désormais un site classé de l'État et interdit de toute fréquentation. Et pour cause, il renferme plus de 200 tonnes de mines et de blé enfouis. Le président de la République a procédé à la destruction de la 100e tonne. Mohamed Lamine Souma. Le président de la République vient de procéder ainsi à la destruction de la 100e tonne de mines antipersonnelles et anti-chars et des munitions, des armes qui ont été découvertes enfouies ici, à la périphérie de la ville de Kindia, au pied Mont Gangan, dans le quartier Kenende. Pour ce, Alpha Condé démontre ainsi le respect qu'accorde le gouvernement guinéen à l'application de la Convention internationale sur la destruction des mines qui, en son article 1.2, stipule, je cite, « Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnelles ou à veiller à leur destruction. » Fin de citation. Une opération rendue possible grâce à l'appui et au soutien financier de l'Union européenne. Une collaboration exemplaire à trois parties. L'État guinéen d'abord qui effectivement a réagi très promptement aux incidents de l'année dernière. La France qui, avec son savoir-faire, essaie d'identifier un plan de réponse, et l'Union européenne qui effectivement a pu mobiliser des fonds d'urgence pour compléter l'action française. Donc, il y a une quatrième dimension dans ce partenariat qui est la société civile. La société civile, bien sûr, les riverains dans un premier temps, Kindia dans son ensemble, mais également la société civile qui a longtemps lutté pour préserver les lieux de mémoire. La France, partenaire stratégique du gouvernement, a formé les artificiers de l'armée guinéenne et a également apporté un appui financier substantiel. Pour sa part, la France a mobilisé 100 000 € plus des équipes de spécialistes du déminage et de la dépollution dans un temps très rapide. Exemplaire aussi sur la dimension protection de la population guinéenne, sécurisation du lieu, travail avec les autorités locales de Kindia. Exemplaire enfin, exemplaire aussi, avant d'arriver au dernier point, sur la participation de la Guinée à la dynamique d'application des conventions internationales en matière d'élimination des mines, des explosifs, et ça c'est très important, c'est la convention d'Ottawa. Enfin, exemplaire parce que cette opération sur ce site, à proximité duquel il y a les ossuaires des victimes de la Première République et de la Deuxième République, du début de la Deuxième République, ce site a besoin d'être sécurisé pour pouvoir être restitué à la mémoire. Et dire que cette zone est habitée
ressentie par la population, on se rend compte de l'intérêt de cette opération de déminage et de destruction en cours d'exécution. Pire, selon les informations, les enfants venaient chercher le bois mort sur ces terres minées et se baigner dans la rivière communément appelée à Kindia 15 étages qui prend sa source dans cette montagne. Il y a de quoi s'interroger. La question que je me pose, c'est pourquoi pendant tant d'années, ces mines sont là, on n'a pas découvert. C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Je dois remercier la coopération française et l'Union européenne de nous avoir mis les moyens à disposition et surtout remercier et féliciter nos amis français qui sont venus, qui sont des spécialistes et qui sont venus pour nous aider à déminer et former nos gens. Et je dois surtout encourager nos gens qui sont en train d'être formés. Je sais qu'ils ont quelques plaintes parce qu'ils estiment que leur condition n'est pas tout à fait, que les promesses n'ont pas été tenues. Nous allons faire en sorte que les responsables militaires tiennent les promesses qui leur ont été faites parce que déminer c'est quand même des risques. Il faut que donc l'imam, le gouverneur, le préfet et la commune sensibilisent bien la population et nous allons faire de cette zone une réserve de l'État parce que personne ne doit construire ici, sinon les gens vont mourir bêtement. En marge de cette cérémonie, le chef de l'État a prodigué de sages conseils aux hommes de troupes et a insisté sur la nécessité de vulgariser la formation reçue pour le déminage. Les autorités de la région de Kindia et la population ont salué le président de la République tant à son arrivée qu'à son retour. Un dîner de revoir et nom d'adieu a été offert par le président de la République à l'honneur du coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée, Anthony Oimeng Boama, a servi notre pays avec loyauté et détermination dans l'accomplissement de sa mission pendant 4 ans au compte de l'Organisation des Nations Unies. Ce dîner, signe de fraternité et d'adoption, a réuni plusieurs personnalités du pays. Ans, 2 mois de service en Guinée, au compte du système des Nations Unies. Anthony Kouakou quitte définitivement la Guinée pour le Congo-Brazzaville, où il doit servir également l'Organisation des Nations Unies. En reconnaissance à ses nombreux services rendus à la nation guinéenne, le président de la République lui offre un dîner. Dîner au cours duquel plusieurs personnalités guinéennes et étrangères ont rehaussé de leur présence sur l'invitation du professeur Alpha Condé. Cet homme part de la Guinée avec plusieurs souvenirs. Le gouvernement et les amis de la Guinée doivent multiplier les efforts pour lutter contre le chômage des jeunes, améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi que l'offre et la qualité des services de santé, d'éducation et d'assainissement. Ce sera ainsi une occasion de mobiliser les énergies autour des objectifs du millénaire pour le développement avant le rendez-vous mondial de 2015, fait de se préparer à relever le défi de l'agenda post-2015, la préparation pour l'Afrique dans lequel le président de la République de Guinée joue un rôle crucial. Pour mener ces différents chantiers, je peux vous affirmer que les Nations Unies ainsi que l'ensemble des partenaires au développement seront aux côtés de la Guinée et des Guinéens. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, sur le plan personnel, je parle de la Guinée avec une richesse inestimable. J'ai beaucoup appris de ce grand pays durant les 4 dernières années. J'ai eu le privilège de tisser d'excellentes relations d'amitié et de bénéficier de sages conseils de tous les composants de la société guinéenne. J'ai également eu l'occasion de parcourir toutes les régions du pays, opportunité qui m'a permis d'apprécier les potentialités exceptionnelles de ce pays, de rencontrer des populations laborieuses en dépit des difficultés du quotidien, des acteurs du secteur privé et la société civile engagée pour le développement de la Guinée. Tout ceci a été pour moi une source d'enrichissement. Pour témoigner ma reconnaissance, je dis merci et un grand merci aux Guinéens. Croyez-moi, je quitte la Guinée avec d'excellents souvenirs. L'ancien coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée part donc avec une confiance en l'avenir de la Guinée. Le président de la République lui souhaite déjà plein succès. C'est vraiment non seulement quelqu'un
service, c'est vraiment un frère. Et on est toujours triste de se séparer de ses frères. Mais comme il va aussi chez un président qui est mon ami depuis 40 ans, le président Sassou Nguesso, donc je pense qu'il continuera à servir les deux frères et il sera aussi là-bas reçu comme un frère parce que je ferai en sorte que le président Sassou le reçoive comme un frère. En tout cas, nous avons été très heureux de son séjour ici et de tout ce qu'il a abattu comme travail. Ça n'a pas été facile parce que c'était une période d'élection. Au cas que vous fassiez, vous êtes critiqué. Vous êtes critiqué d'un côté et de l'autre. Donc, mais malgré tout ça, il a gardé son calme et resté serein. Et le peuple de Guinée le sera reconnaissant. Donc, je lui souhaite bonne chance et beaucoup de plaisir au Congo, qui est un pays frère, qui aujourd'hui, après avoir connu beaucoup de difficultés, notamment qui a connu les fonds Boutou, qui lui ont créé beaucoup de problèmes, ont saisi ses comptes. C'est à comme nous, aujourd'hui, nous sommes confrontés aux sociétés minières. Certaines sociétés minières, le Congo aussi a connu cette situation. Mais il en est sorti aujourd'hui, le Congo avance très vite. J'espère aussi que nous arriverons à résoudre, à récupérer nos richesses qui ont été spoliées pour que la Guinée puisse avancer. Donc je lui souhaite bonne chance, beaucoup de succès et santé et longue vie dans ses nouvelles fonctions. Un souhait qui se termine par ce tour de table qu'effectue professeur Alpha Condé pour remercier toutes ces personnalités d'avoir rehaussé de leur présence cette cérémonie de reconnaissance et de remerciement. On ouvre le chapitre Ebola. Nous recevrons dans un instant Dr Sylvain Baès. Il est le directeur du centre de recherche de la fièvre hémorragique en France. Et puis le Premier ministre a rencontré les chercheurs guinéens. C'est pour échanger sur la mise en œuvre des programmes de recherche contre la fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Guinée depuis quelque temps. Adi Camara. D'entrée de jeu, les médecins et chercheurs guinéens ont fait un bref aperçu sur l'historique et les manifestations cliniques de la fièvre hémorragique Ebola. Le temps moyen de riposte dans tous les pays est un temps inférieur à 3 mois. La Guinée, c'est 2 mois. Donc nous sommes dans la logique même de la riposte. La tendance est surtout aujourd'hui à la baisse. Nous sommes depuis presque 4 jours où on n'a notifié aucun cas ici à Conakry, ce qui est très réconfortant. Nous vous remercions pour l'appui que vous apportez. Face donc à l'ampleur de cette maladie, des chercheurs guinéens ont trouvé des molécules à partir des plantes médicinales susceptibles de soulager les malades. Nous avons eu à étudier plus de 300 plantes qui ont subi un screening antimicrobien et on a détecté des plantes de notre médecine traditionnelle qui ont des particularités intéressantes comme antivirales ou comme antibactériennes ou antifongiques. Nous nous sommes permis, sans dire que nous avons découvert un produit contre Ebola, nous n'avons pas cette prétention-là. Mais nous avons un produit qui est dédié au traitement VIH et VIH2 que nous gardons pour l'instant en pipeline pour la validation clinique parce que l'évaluation clinique, hélas, Excellence Monsieur le Premier ministre, coûte énormément cher. À l'heure actuelle, à Dubreka, nous sommes en train de tester 2 produits antipaludiens que nous avons mis au point, mais en termes économiques, c'est très lourd, surtout par rapport au prix que nous avons. Donc, c'est ce produit que pour participer à la riposte, nous présentons ce produit-là pour une trentaine de patients. Nous espérons que personne n'aura à l'utiliser, puisque depuis quelque temps, on annonce quand même le déclin de Ebola. Ce serait notre plus grand souhait. Mais la bataille doit continuer pour toujours être prêt à riposter. Et l'idéal aurait été que l'on ait également des remèdes de chez nous pour pouvoir faire face aux problèmes de chez nous. Occasion pour la représentante des Médecins sans frontières en Guinée d'insister sur les mesures de prévention de cette maladie Ebola. Il faudra pour le futur compter sur Ebola et mettre en place les mesures qu'il faut pour le diagnostic et pour une riposte très rapide. Au niveau scientifique, mais également préparer les populations au niveau culturel, religieux, les croyances, puisque la prise en charge de Ebola demande
des moyens très importants et parfois peu comprises par les populations. Donc c'est vraiment une mobilisation de toutes. Et aujourd'hui, l'épidémie est en cours. Nous travaillons tous ensemble pour essayer de la circonscrire. Après avoir remercié les uns et les autres pour les efforts fournis, le Premier ministre Fofana a rappelé que le gouvernement mettra tout en œuvre pour maîtriser cette maladie. Le gouvernement fera l'effort nécessaire pour que le plan financier puisse maîtriser cette maladie d'abord, mais aussi nous de notre côté, tous les instruments que nous permettront à l'avenir d'éviter d'être surpris. Je voudrais aussi féliciter le ministère de la Santé, tous les professionnels pour la réaction rapide, parce que si on dit que nous avons eu le record, on a battu le record de temps de riposte, ça nous surprend nous-mêmes. Je voudrais en profiter pour remercier nos amis, les Médecins sans frontières, l'OMS et tous les pays amis qui continuent à aider ce pays en nous envoyant soit des médicaments, soit du matériel, etc., pour en témoigner leur sympathie pour la Guinée. Ces chercheurs guinéens, le gouvernement, les partenaires et les professionnels de la santé sont déjà mobilisés pour circonscrire la fièvre hémorragique virale Ebola. La riposte contre la fièvre Ebola se fait sentir sur le terrain grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires. Des fonds importants sont ainsi mobilisés et mis à la disposition de la commission de riposte pour accompagner ces efforts. Une réunion de sensibilisation et de levée de fonds a été organisée ce matin à l'intention des opérateurs économiques, chefs d'entreprise, banques et assurances, ainsi que le patronat. Le point essentiel est de solliciter l'appui de ces structures dans ce élan de solidarité nationale. Souris de Guerre. La Guinée, dans son combat contre la fièvre hémorragique Ebola, bénéficie de l'appui de la communauté internationale. Une assistance qui permet aujourd'hui la maîtrise substantielle de la propagation de l'épidémie. Le gouvernement, premier contributeur, a débloqué 10 milliards de francs guinéens, représentant les 2/3 de l'enveloppe globale de la riposte. Cette réunion d'information et de sensibilisation avec les opérateurs économiques et autres responsables d'entreprises de la place vise à booster l'élan de solidarité dans la prévention et la lutte contre la fièvre Ebola. Ce que nous attendons en premier lieu d'abord, c'est un devoir de sensibilisation vis-à-vis de leur entourage, parce que nous savons que nos emplois de multitudes de personnes, étant des Guinéens, des gens qui évoluent sur notre territoire et qui exercent des activités génératrices de revenus, ça serait très judicieux qu'ils mettent leur pouce à côté de la contribution du gouvernement guinéen. Compte tenu du fait que l'épicentre est circonscrit et les modes de transmission sont connus, je pense qu'il est très facile de rompre la chaîne de contamination. Donc, le dernier effort, c'est quoi? C'est se donner la main. Chacun n'a qu'à contribuer, que ce soit opérateur économique, que ce soit population civile, pour que vraiment l'enveloppe qui est là, les 4 millions de dollars, vraiment soit atteint. Les succès enregistrés dans la riposte contre la fièvre Ebola en Guinée sont dus en grande partie à l'accompagnement de l'expertise sanitaire internationale. En plus des laboratoires d'analyse installés à Kékédou et au centre d'isolement de Donka, 25 experts de l'Organisation mondiale de la santé œuvrent aux côtés de l'État pour interrompre la chaîne de propagation du virus Ebola. Si on veut faire un message, s'il n'y a qu'un message à donner à la population, si on veut faire très simple, c'est de lui dire que si elle se pose des questions, si elle pense qu'il pourrait à la maison y avoir quelqu'un qui est malade d'Ebola, s'il y a quelqu'un qui est décédé d'une maladie de façon brutale et qu'on peut penser que cette personne est décédée d'Ebola, il faut appeler le 115. Si on pense qu'il peut y avoir un malade d'Ebola, à ce moment-là, ça déclenche une investigation. Si c'est quelqu'un qui est décédé, qu'on pense qu'il peut être décédé d'Ebola, à ce moment-là, il y a une équipe spécialisée de la Croix-Rouge qui viendra chercher, prendre en charge le corps. La fièvre hémorragique Ebola est à la fois une maladie dangereuse mais facile à éviter. Les règles d'hygiène et de salubrité constituent pour l'instant le seul moyen de prévention. Comme annoncé, Dr Sylvain Baez est sur ce plateau. Il est le directeur du Centre de recherche de la fièvre hémorragique en Guinée. En France, pardon. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Sur quelle base, dites-nous sur quelle base avez-vous découvert le virus d'Ebola?
Et en fait, on a été sollicité par les autorités de santé guinéennes, par Médecins sans frontières également, pour essayer de comprendre à quoi était due l'épidémie de fièvre hémorragique qui sévissait en Guinée forestière. Et donc, on a rapidement mis en évidence le virus Ebola comme agent responsable de cette maladie. Étant sur le terrain, quel est le constat fait par vous? Alors, sur le terrain, le constat aujourd'hui, il est que les autorités de santé, le gouvernement et puis les partenaires, évidemment, ont mis en place les mesures qui sont nécessaires au contrôle rapide de cette épidémie. Néanmoins, pour que ces efforts soient couronnés de succès, il faut également que la population soit très compréhensive et très répondante par rapport aux mesures qui sont mises en place et par rapport aux messages de prévention qu'il leur est donné par voie de médias. Et justement, certains intervenants estiment que la forme d'Ebola qui est en Guinée est la plus meurtrière. Pourtant, il y a des cas de guérison. Comment expliquez-vous? Alors en fait, effectivement, le virus Ebola qui sévit actuellement en Guinée est bien l'espèce la plus mortelle qui soit de virus Ebola. Donc elle tue entre 70 et 90% des malades, malheureusement. Ceci dit, toute maladie ne tue pas tous les malades. Et donc en fait, on voit des gens qui survivent, et ils survivent parce que l'organisme met en place des moyens de défense contre ce virus, sont les défenses naturelles, qu'on appelle les défenses immunitaires. Donc les patients qui survivent le font grâce à ces défenses, mais le font également parce qu'ils reçoivent des soins à l'hôpital. Évidemment, ces soins ne sont pas dirigés contre le virus, puisqu'on n'a pas de traitement spécifique contre le virus. Néanmoins, les soins qui sont prodigués par les personnels hospitaliers, augmente considérablement les chances de survie des patients. Donc c'est pour ça que c'est important de se rendre à l'hôpital quand on est atteint par la fièvre Ebola pour protéger ses proches, mais aussi pour augmenter ses chances de survie. Est-ce qu'il y a un rapport entre létalité et la contagion? Alors en fait, on sait effectivement que le virus Ebola, en fait, un patient atteint par le virus Ebola n'est contagieux que lorsqu'il est malade et plutôt une maladie qui est déjà bien engagée. Donc c'est-à-dire qu'un patient qui n'est pas encore malade, qui est en phase d'incubation, ne sera pas contagieux, et de même un patient qui sera guéri, qui sera sorti de l'hôpital, ne sera plus contagieux pour ses proches et pourra reprendre une vie normale. Donc il ne faut surtout pas stigmatiser les patients qui sortent guéris. Au contraire, il faut être plutôt à leur côté pour essayer de les aider à reprendre une vie normale. Donc la contagion est vraiment liée à la période de maladie, puisque le virus se transmet par contact avec les fluides biologiques d'un patient qui est malade, donc le sang et autres. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas continuer à céder à la panique. À mon avis, il ne faut pas céder à la panique. Justement, il faut au contraire rester très calme par rapport à cette maladie. Il faut comprendre comment elle se transmet, comprendre ce qu'elle est exactement. Et c'est par l'information justement que les gens pourront appréhender ça de façon, on va dire, raisonnable. Et ce qui est important vraiment, c'est de ne pas toucher les malades et tout de suite d'appeler le 115 si on a un doute, si quelqu'un est malade parmi ses proches, on appelle et ensuite on laisse faire les autorités de santé et les équipes qui sont sur place. Vous avez été reçu hier par le président de la République, professeur Alpha Condé. Quelle appréciation faites-vous de cette audience avec le chef de l'État? En fait, nous avons été reçus par le président de la République pour discuter un petit peu avec lui de ce qu'on sait du virus. On lui a parlé de la situation actuelle et puis on a aussi envisagé avec lui quelles seraient les méthodes, les mesures à mettre en œuvre par la suite, puisque évidemment on sait que maintenant le virus Ebola circule en Guinée, donc il va falloir être très prudent à l'avenir et très vigilant pour éviter des nouvelles introductions de ce virus dans la population humaine et éviter de nouvelles épidémies. Donc des mesures très simples qui pourront être mises en place justement quand l'épidémie sera contrôlée. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mesures de prévention? Alors la prévention après cette épidémie. Donc déjà au niveau de la gestion de l'épidémie aujourd'hui, donc bien suivre les recommandations qui sont données par voie de presse et par voie d'affichage, bien accepter que les patients soient emmenés à l'hôpital, puisque si un patient est emmené à l'hôpital, non seulement les proches ne seront pas contaminés, ce qui est important, mais en plus, comme je l'ai dit, le patient aura plus de chances de survivre. Et puis, quand l'épidémie sera passée, il faudra être très vigilant, évidemment, sur les contacts avec les animaux qui peuvent transmettre la fièvre Ebola, en l'occurrence les chauves-souris, les singes. Donc, il faudra évidemment éviter à l'avenir ces contacts avec ces animaux qui sont à l'origine de la transmission à l'homme la plupart du temps. Merci, docteur Sylvain Baez. Merci. Voilà, je rappelle que docteur Sylvain Baez est le directeur du centre de recherche de la fièvre hémorragique en France. Parlons du programme d'assainissement de la ville de Conakry. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a conféré avec les élus locaux de la capitale. Il s'agissait pour Alassane Condé d'informer ses responsables locaux de la volonté du gouvernement à mettre à leur disposition les ressources nécessaires pour les opérations d'assainissement de la ville. En retour, les élus ont réitéré leur engagement à rendre Conakry propre. Mohamed Lamine Camara, reportage.
Les communes de Conakry gardaient leur état de propriété. Aujourd'hui, les marchands et les mendiants sont de retour sur les artères publiques et les grands carrefours. Face à cette situation, le chef du département en charge des collectivités locales confère avec les élus locaux de Conakry et les structures impliquées dans la gestion des ordures. La démarche vise à réitérer la disponibilité du gouvernement à mettre les moyens nécessaires à la disposition des autorités locales de Conakry pour la pérennisation des opérations d'assainissement de la ville. Après les différentes visites de Sa Majesté le roi et le président malien, la ville de Conakry en 2 semaines est redevenue très sale. À partir du moment où nous avons pu démontrer que les collectivités locales sont capables de nettoyer cette ville, la balle n'est plus dans leur camp. La balle est dans le camp du gouvernement. Ce que vous avez reçu là, soi-disant pour 3 mois, ce n'est pas 3 mois, c'est pour 1 mois. Il faut qu'avec ça, nous puissions démontrer que l'État doit continuer à donner de l'argent aux collectivités locales. Les élus locaux de Conakry se disent déterminés à assumer leurs responsabilités dans l'assainissement de la ville. La situation d'insalubrité des marchés de la ville ne permet même pas à l'argent de s'asseoir et permet aux vecteurs de s'instaurer pour provoquer toutes les maladies telles que l'Ebola que nous vivons maintenant. Je demande à ces citoyens de se sacrifier. La date de démarrage de l'assainissement, c'est le 4 et que ça finit le 4 du mois prochain. Cet engagement des responsables locaux de Conakry à rendre la ville propre réjouit plus d'un. Il reste à présent l'accompagnement des uns et des autres pour que cette opération soit une réussite. Réconciliation nationale, c'est le cheval de bataille du centre FECPA, Femmes Citoyennes TIPA. Ce centre, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis en Guinée, entend impliquer les femmes dans le processus de réconciliation. Il le matérialise à travers un atelier de formation qui a regroupé une vingtaine de femmes. Jenny Ansané. La réconciliation nationale est au cœur des priorités du gouvernement de la Troisième République. C'est pourquoi le centre FECPA, Femmes, Citoyenneté et Paix, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, a initié cet atelier de formation. Objectif, impliquer les femmes dans le processus de réconciliation en cultivant la vérité, la confession, la justice et la lutte contre l'impunité en Guinée. Je suis très heureuse avec le travail de FECPA parce que comme la directrice a dit, le centre de FECPA est concerné avec toute la Guinée. Toutes les régions de Guinée sont impliquées avec le programme. Après 2 jours d'activité, j'ose dire qu'elles sont suffisamment outillées et vraiment prêtes pour aller avec les hommes de Guinée et amorcer ce processus de réconciliation en Guinée. C'est certes difficile et douloureux, mais je crois que les femmes de Guinée doivent se lever et assumer leurs responsabilités de médiatrices et de gardiennes de la paix de ce pays. Cette rencontre a également pour but d'outiller les femmes afin qu'elles développent de réelles stratégies dans la promotion du dialogue social et la réconciliation. Elles inscrivent leur combat dans la constitution d'un réel état de droit. Une victime accepter un pardon qui tombe du ciel n'est jamais un pardon. Donc j'avais cette inquiétude et consciente de ce qui s'est passé, de ce qui prévaut sur le terrain, pour dire aujourd'hui qu'on va subitement parler de réconciliation qui tombe du ciel, j'avais des inquiétudes. Mais au sortir de cet atelier, je sais que c'est bel et bien possible qu'il y ait réconciliation en Guinée. Le centre FECPA est dans sa 2e phase. C'est un projet qui s'inspire d'une part de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. D'autre part, il prend en compte la charte de Kourkan-Fouga, une charte qui encourage l'implication des femmes dans le processus de prise de décision en Afrique. Autre sujet d'actualité avec la découverte à Bouquet d'une importante quantité de munitions. Selon les premières informations, il s'agit des armes laissées lors de la lutte de libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Aussitôt alertées, les autorités se sont mobilisées pour faire le constat. C'est un reportage de notre correspondante à Bouquet, Bintou Touré, dans un commentaire de Tcherno Younoussaba.
C'est dans la journée du 26 mars dernier lorsque deux jeunes se sont rendus sur le site à la recherche de ferraille. Ils ont ramassé un objet métallique et se sont mis à le manipuler sans connaître sa gravité. Il avait un cas de brûlure de la cornée, c'est-à-dire ulcère traumatique. Donc dans ces circonstances, il a préféré d'abord laver et les hospitaliser immédiatement. L'accident qui n'a enregistré aucune perte en vie humaine a été porté à la connaissance de la brigade de recherche de la gendarmerie. Suite à cette découverte, le gouverneur a convoqué une réunion d'urgence. Hier, nous étions sur ces lieux, on a constaté que des munitions sont déposées à ciel ouvert ici. Nous avons également vu que les lieux sont occupés, malheureusement pour nous, et en dehors de toute réglementation. Nous allons, en raison du danger que cela représente pour les populations, prendre toutes les mesures. Une évaluation du périmètre de la zone concernée située dans la banlieue est de la commune urbaine de Boké a été engagée pour parer à toute éventualité. Toujours dans l'actualité de chez nous, le comité de l'ITIE Guinée prépare avec énergie les documents liés à la validation de notre pays à l'ITIE international. Seulement quelques points restent à satisfaire avant le 26 avril prochain. La conformité de notre pays à l'ITIE international devrait améliorer énormément le secteur des industries extractives guinéennes. La Guinée dans sa dernière ligne droite avant la probable validation. Mamadou Alpha Baldé pour en savoir davantage. Avant le 26 avril prochain, l'ITIE Guinée doit finaliser et transmettre tous les documents liés à la validation du pays à l'ITIE international. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée s'active pour satisfaire certaines exigences conformément aux recommandations du secrétariat général de l'ITIE international. Il y a à corriger le plan d'action, surtout le fait approuvé par le conseil de supervision qui a un rôle d'orientation stratégique et aussi d'approbation du plan d'action. Donc le conseil de supervision est prévu pour le lundi prochain. Donc certainement au cours de ce conseil, on aura approuvé ce plan d'action. Ça fait partie des mesures collectives. Du travail avant la conformité du pays à l'ITIE international, il en reste certes, mais une bonne partie du travail est aujourd'hui accomplie et le processus est sur la bonne voie. Nous devons fournir toutes les pièces et toutes les preuves des 8 mesures collectives et aussi les pièces pour les 9 exigences qui n'ont pas été satisfaites lors de notre validation quand on a été recalé la dernière fois. C'est le dernier virage avant la possible validation de la Guinée dans les prochains mois. Même si la ligne d'arrivée pointe à l'horizon, il faudra encore des jambes pour la franchir. Autre titre de cette édition, la Guinée a été présélectionnée pour abriter en 2019 ou 2021 la Coupe d'Afrique des Nations. Avant le résultat de sa délibération, au mois de septembre prochain, une mission de la CAF séjourne dans notre pays. Entre autres activités, cette mission a visité les infrastructures sportives de la baie, Cancan et Zérékoré. Fodé Camara nous en dit plus. Après la cérémonie de prise de contact avec les membres du gouvernement et la presse, la mission d'inspection de la CAF s'empresse de visiter les installations hôtelières, sanitaires et sportives de la ville de Karamoko Alpha Molabé. Ici, un projet futuriste est déjà conçu avec terrain d'entraînement, tribunes et vestiaires de standing moderne. Dans la commune rurale de Daralabé, un domaine de 60 hectares est réservé pour le village Cannes, devant abriter parking, terrain d'entraînement et bâtiments pour héberger les équipes. Après la baie, la capitale régionale de la Haute-Guinée accueille la mission d'inspection de la CAF. Celle-ci, avec le projet qu'en 2019 ou 2021, Cancan pourra obtenir une infrastructure sportive capable d'abriter les matchs de la biennale du football africain, avec l'opportunité d'offrir après la Cannes des terrains de proximité dignes du nom aux universités et aux écoles environnantes. À 10 km du centre-ville, sous la réserve foncière d'extension de Makona, le site du village Cannes est choisi. Cette première ébauche du planning des travaux de la Cannes tient compte du schéma directeur d'aménagement de la ville de Cancan, une ville dont les supporters sont pressés de taper dans le bateau. Après Cancan, Zérékoré, troisième et dernière capitale régionale dans la ligne de mire de la mission d'inspection de la CAF.
Ici, des réhumaines en liesse viennent manifester leur adhésion à l'initiative du gouvernement d'organiser pour la première fois la CAN en Guinée. Après ce bain de foule, escale au stade régional. Ici à Zérékoré, au compte de la CAN 2019 ou 2021, un stade de compétition de normes internationales sera construit, avec en prime le village CAN. À ce niveau, entre autres infrastructures susceptibles d'être réalisées, des terrains d'entraînement, des bâtiments pour le logement des joueurs et des officiers de la CAF, mais aussi des espaces d'animation. Du point de vue capacité d'hébergement, principal atout de Zérékoré, les infrastructures du 55e anniversaire de l'indépendance. Des infrastructures qui séduisent les visiteurs, à l'image des villas Sili, des villas qui offrent une magnifique vue panoramique sur la capitale des 18 montagnes. Depuis quelque temps, le gouvernement guinéen a ouvert de grands chantiers routiers. Notre reporter Ibrahima Keita vous présente l'évolution des travaux de la voirie urbaine. Loin d'une promesse de campagne, le chef de l'État fait de l'amélioration des conditions de vie du Guinéen la priorité des priorités. Une politique qui a permis depuis quelque temps l'ouverture des grands chantiers routiers. De Kaloum à Ratouma jusqu'à Matoto, des travaux d'envergure sont déclenchés et les riverains s'en réjouissent. Comme vous voyez, toute la population est là. Il y a certains qui sont en train d'aider ceux qui font la route, ceux qui arrivent maintenant. C'est un bon budget. On est même comblé, plus que comblé, on est enthousiasmé, on est plus que satisfait. Au niveau des transversales T5 Sud et Nord, T6 Sud et Nord et la T7, c'est la satisfaction totale vu le désenclavement de ces quartiers. Avec cette route, nous sommes tranquilles, ni de poussière, ni de maladie. Nous prions Dieu pour les initiateurs de cette route, que Dieu les protège pour l'intérêt du pays. Avant, pour transporter nos malades, c'était des problèmes. Il fallait faire le grand tour. En attendant le démarrage effectif de la route 2x2 voies Sonfonia-Kagbélé, celle qui relie Dapompa au km 36 connaît une évolution positive. Ici, il est prévu une couche de bitume qui tient compte du volume de trafic sur le tronçon. 25 cm de couche de fondation en rapide. Après, on a une couche de base en grade bitume de 13 cm et une couche de bébé qui c'est de 7 cm. Pour certains usagers rencontrés, c'est un rêve qui se réalise pour l'ensemble des Guinéens. Ça va permettre aux usagers de la route de circuler vite et bien, éviter les accidents, les embouteillages et ainsi de suite. Incontestablement, le changement tant réclamé par les Guinéens se met patiemment et qualitativement en place. Des actions qui prouvent la justesse du choix des Guinéens. Le complexe scolaire Roi Hassan II vient d'organiser une journée culturelle, occasion pour les élèves et encadreurs de communier. Pour la circonstance, le fondateur a décerné des prix aux 3 premiers de chaque classe, mais aussi à certains enseignants qui se sont démarqués dans leurs tâches. Adia Toubari nous signe ce reportage. Cette journée culturelle vient boucler le 2e trimestre de l'année scolaire ici au complexe scolaire Roi Hassan II. Une occasion pour les responsables de dresser le bilan. Le taux de réussite dans les différents examens nationaux sont révélateurs. Examen d'entrée en 7e année, 97,02%. BEPC, 92,50%. Baccalauréat unique, sciences sociales, 78,28%. Sciences mathématiques, 95,05% et sciences expérimentales 98,75%. Chaque année, l'école obtient des résultats satisfaisants aux différents examens nationaux. Une des raisons qui justifie l'affluence des élèves dans cet établissement privé. Pour les encourager, la Fondation décerne des prix aux meilleurs élèves et enseignants. Je suis trop contente, satisfaite surtout de mes parents et de mes profs d'école. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour avoir ce prix. Surtout être première de la classe, c'est pas donné à n'importe qui. Je remercie beaucoup le roi Hassan II. Tous mes enfants ont passé par le roi Hassan II. Il y a 2 qui sont à l'extérieur grâce à la formation du roi Hassan II. Créé en 1996 avec un effectif de 41 élèves, le complexe scolaire Roi Hassan II compte 1482 élèves à ce jour. Ces élèves ont vibré au rythme des sonorités musicales du tout petit chanteur Bala Moussa et du groupe Baliosa.
Et puis cette brève avant de nous quitter, le rite de la marche pénitentielle s'est tenu ce vendredi sur l'axe Koléa-Kaloum. Cette marche est un sacrifice pour les fidèles catholiques pour consolider leur foi. Plus de 16 paroisses étaient au rendez-vous, à rappeler que cette marche qui a eu pour méditation « Aimez-vous les uns les autres et acceptez-vous mutuellement » a été couronnée par une célébration eucharistique dirigée par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec Marie-Angélique Bangora. Et c'est pour fin cette édition de nos informations. Merci d'avoir été des nôtres et passé de très bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir.